Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un souvenir d'enfance. Celui d'une petite maison de campagne, d'une cuisine chauffée au feu de cheminée et d'une grand-mère qui prépare des gaufres à l'odeur et au goût inoubliable. C'est une nouvelle de Louis Favre intitulée « Le fer à gaufres ». Et pour accompagner ce récit ce soir, notre séance de relaxation sur le thème de l'enfance et de ces Madeleines de Proust. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez complètement de côté votre quotidien, votre journée, fermez le livre de votre vie et préparez-vous à déconnecter. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. Parfois, lorsqu'on repense à quelque chose, on sourit naturellement. On a tous fait l'expérience d'être perdu dans nos pensées et de sourire bêtement lorsqu'un souvenir revient soudainement à nous. Ce peut être le souvenir d'une conversation, d'une situation ou de quelqu'un qu'on a aimé. L'enfance en particulier est souvent un grand coffre à souvenirs, qui sont souvent liés aux odeurs, aux émotions, aux sensations. À présent, portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement une par une, à mesure que je prononce le mot « relâche ». On commence par les orteils qui se relâchent. La plante des pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. L'ensemble de vos deux pieds est maintenant complètement relâché. Vos mollets se relâchent. Vos genoux se relâchent. Vos cuisses se relâchent. L'ensemble de vos deux jambes se relâche. Vos hanches se relâchent. Prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps, qui est complètement relâché, et notez comme c'est agréable. Je vais vous demander à présent de vous remémorer un souvenir heureux. Ce peut être un souvenir d'enfance, d'adolescence, ou même de votre vie adulte. Je vous laisse quelques instants pour en choisir un.
transportez-vous dans ce souvenir autant que possible. Rejouez la scène en utilisant tous vos sens. Imaginez à quoi vous ressembliez alors. Ce que vous portiez. Réappropriez-vous les sons, les couleurs, les odeurs. Laissez ce souvenir complètement vous envahir. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se relâche. Votre poitrine se relâche. Le bas de votre dos se relâche. La détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes qui se détendent également et qui se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou se relâchent. Votre tête est lourde dans l'oreiller et à son tour se relâche. L'espace entre vos deux sourcils se relâche. Votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension, et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement et de se relâcher. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche
à votre rythme. Prenez un instant pour profiter de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit. Notez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, comme c'est apaisant et réconfortant. Sentez comme à chaque expire, vous semblez être de plus en plus détendu. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Je vous propose à présent simplement de finir avec une courte méditation en gardant ce souvenir à l'esprit. Concentrez-vous sur les émotions que cela réveille en vous, sur ce que vous ressentez. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement passer et recentrez votre attention sur ce souvenir et sur les émotions que cela réveille. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Louis Favre, le fer à gaufres. Sait-on aujourd'hui ce qu'est un fer à gaufres? Cet ustensile autrefois indispensable qu'on trouvait dans toutes les maisons un peu aisées. Fait-on encore des gaufres? Certains l'affirment, d'autres le nient. On prétend que les pâtissiers ont remplacé avantageusement par des inventions subtiles les produits d'un art primitif et rudimentaire. C'était une fête chez ma grand-mère. Lorsque les manches retroussaient jusqu'au coude, elle préparait dans une grande écuelle de terre rouge la farine, la crème, les œufs, suivant une recette vénérable dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Je la vois encore, la tête couverte de son mouchoir blanc,
qu'un rayon de soleil faisait resplendir comme une auréole. S'approcher avec mystère d'un certain bahut, en soulever le couvercle et en tirer avec précaution le grand fer aux armes de la famille. C'était une relique qui avait son histoire, sa légende, sa poésie incontestable et incontestée. Jamais fer n'avait revêtu une forme plus exquise, ni possédé des qualités aussi solides. Non seulement il était un modèle de proportion et d'ajustement, mais la lime et le burin avaient épuisé leurs ressources sur toute l'étendue de sa personne. Le fiancé d'une aïeule, depuis longtemps trépassé, avait employé 6 mois de sa vie à parachever ce chef-d'œuvre, et il le mit à ses pieds le jour où elle consentit à signer les bans. Selon la mode du temps, outre les armes de la famille, on y voyait une devise pieuse gravée en beaux caractères romains « Dieu te voit ». Voulait-il mettre sa future en garde contre les tentations ou lui rappeler une vérité trop souvent oubliée? La légende gardait le silence sur ce point délicat. Comment dépeindre les cannelures, les arabesques, les fleurs, les reptiles et les quadrupèdes qui animaient le métal? Loin d'obtenir ces bas-reliefs par la fonte, l'artiste s'était donné la tâche de les ciseler en plein fer, et tout cela était enlevé avec une franchise, une largeur, une grâce qu'on n'aurait pas soupçonné chez un simple forgeron de village. Encore une preuve de l'influence de l'amour sur le progrès des arts. Groupés en rond autour d'un feu de bois sec, comme on n'en allume plus guère aujourd'hui, d'un feu qui brillait semblable au soleil dans la vaste cuisine, nous autres enfants assistions au grand œuvre, le cœur rempli de douces espérances, les yeux pétillants de convoitise. Chaque acte de l'opération avait un écho dans notre âme, surtout le moment solennel où le fer, ouvrant ses mâchoires fumantes, livrait au couteau de la grand-mère une gaufre dorée, parfumée, appétissante, qui nous faisait venir l'eau à la bouche et mettait en jeu nos mandibules et nos dents. Ce que voyant, la bonne vieille, ne consultant que son amour pour nous, s'empressait de partager l'objet de nos désirs. Quel temps! C'était l'âge d'or et cette cuisine était un monde enchanté. Chaque meuble, chaque ustensile rappelait un souvenir consacré par une histoire qui, dans la bouche de la grand-mère, devenait un drame ou une épopée. Aucun incident important de l'histoire de la famille n'avait trouvé le fer à gaufre inactif. Il avait marqué les bons et les mauvais jours. On l'avait mis en réquisition à tous les baptêmes, à toutes les noces. Il y avait dans le voisinage un vieux garçon nommé Griffon qui vivait seul dans une méchante massure où il travaillait de son métier de cordonnier. C'était un être envieux, jaloux, avide, venimeux, maugréant contre les riches et tous ceux qui possédaient quelque chose, lui qui ne soupirait qu'après le moment où il pourrait posséder. Travailleur acharné, dur à la fatigue, n'accordant à son corps que le strict nécessaire, côtoyant les limites de l'honnêteté non par conscience mais pour conserver ses pratiques, il voulait s'enrichir. Sa figure hargneuse et son attitude maussade prouvaient la vanité de ce sophisme que le travail seul constitue la meilleure des morales, la meilleure des religions. On ne pouvait pas dire de lui qui travail pris, car il ne cessait de sacrer contre le sort qui lui avait fait une telle vie et qui lui avait départi si peu de ce que tant d'autres avaient de trop. Coquin de sort, poison de sort, bourreau de sort, étaient ses exclamations favorites. Les enfants du village, qui aiment tant avoir travaillé les cordonniers, s'éloignaient de cette figure sombre à la barbe rouge et inculte, aux cheveux retombant sur le front, qui ne vous regardait que d'un œil par le coin de la visière de sa casquette plate et graisseuse. Ses souhaits ardents furent exaucés. Il devint tout à coup fort à son aise,
agrandit sa demeure sans l'embellir, prit des ouvriers, acheta des terres, et surtout prêta de l'argent aux pauvres diables dans l'embarras, qui en passaient par tout ce qu'ils voulaient. Alors, on vit une chose étrange. Ce féroce ennemi des propriétaires devint le plus coriace, le plus impitoyable des créanciers. Ce qu'il extorquait de ses débiteurs, personne ne peut le croire. Il prenait ses repas chez eux, buvait leur vin, fumait leur tabac, leur faisait cultiver ses champs, rentrer ses récoltes, battre son cuir, fendre et porter son bois, faire ses lessives, filer sa laine et son chanvre et tricoter ses bas. Jamais baron féodal, ayant tour et tourelle, n'avait pareillement tyrannisé ses vassaux. La crainte qu'il inspirait tenait de la fascination et domptait toutes les résistances. Et il tirait de sa poche un affreux portefeuille bourré de papier. La vue de ce portefeuille bien connu et le mot remboursement qu'il prononçait avec une intonation à vous donner la chair de poule faisait rentrer sous terre les malheureux ainsi menacés et les livrer corps et âme à sa merci. Tel est l'homme que la voix publique, plusieurs années après, accusa de vol. On l'avait vu rôder autour de notre maison, dont il connaissait tous les coins pour y avoir été maintes fois en journée. Mais le larron avait si bien pris ses mesures que les preuves matérielles ne purent être produites. Bon nombre de langues, un peu trop promptes, durent comparaître devant le tribunal, s'humilier et reconnaître maître Griffon pour un honnête homme incapable de nuire à son prochain. Cet épisode ne fit que l'aigrir encore davantage. Enveloppé de sa solitude comme un brigand de son manteau, il n'avait d'activité que pour nuire ou se mettre en défense contre ses semblables. La joie de donner, il ne la connaissait pas. Il écorchait les autres et ceux qu'il possédait, il le défendait à outrance. Quand ses arbres ployaient sous le poids des fruits, il tendait des trappes dans son verger, creusait des fossés, disposait des fusils, haussait ses murs et les hérissait de tessons de bouteilles. S'il put prendre haut et court les chenilles, le vent, les étourneaux et les maraudeurs, il l'eût fait avec enthousiasme. Un soir, qu'il s'était tissé sur le mur d'une vigne attenante à sa maison, pour ajouter des tessons de bouteilles en un point qui lui paraissait mal défendu, un fragment de verre lui perça le bout du doigt et pénétra profondément sous l'ongle. La douleur fut si vive qu'il tomba de la muraille très élevée, dans une fosse creusée au pied, et se cassa une jambe. Il se tira de là comme il put, et parvint à se traîner à travers le verger jusqu'au seuil de sa porte, où il s'évanouit. Le facteur qui apportait une lettre le trouva étendu sans mouvement, il le crut mort, et courant chercher le médecin, annonça la nouvelle dans le village. On peut juger de l'émotion. Le lac aurait pris feu, le creux du vent se serait écroulé, la Reuse aurait roulé des flots de vin rouge 1834, le saisissement n'aurait pas été plus universel. Chacun quitta sa besogne afin de voir venir les événements, des groupes de femmes les bras chargés de marmots criards, stationnés dans les rues à la piste des nouvelles. On sut bientôt que le défunt n'était pas mort, mais qu'il n'en valait guère mieux, le tétanos s'étant déclaré avec une intensité qui laissait peu d'espoir. Quelques semaines après sa mort, on vendit aux enchères ses meubles et ses propriétés. Un vieux coffre, dont on avait trouvé la clé sous l'oreiller du défunt, tenta mon père par le travail curieux des serrures et par les sculptures dont il était orné. Il lui fut adjugé pour quelques francs, y compris les noix dont il était rempli. Un soir d'octobre, les vendanges finies, on venait d'apporter sur la table une bouteille de mou absinthé légèrement piquant qui moussait dans le verre comme du champagne. Chacun s'extasiait sur l'excellence de cette boisson.
Si nous avions des noix ou des châtaignes, dit quelqu'un, ce serait fête complète. Des noix, dit mon père, nous en avons, attendez un instant. Il me fit prendre une lanterne et nous montâmes au grenier où était le bahut. Tout en remplissant sa corbeille, il découvrit parmi les noix un paquet assez volumineux, ayant la forme et le poids d'une carabine. Nous le tirâmes de sa cachette, et poussés par la curiosité, nous coupâmes les ficelles et enlevâmes les papiers d'emballage dont il était amplement revêtu. Qu'on juge de notre surprise lorsque nous reconnûmes le fer à gaufres, superbe encore, malgré la rouille qui l'avait mordu. À nos cris de joie, on accourut hors d'haleine s'informer de ce que nous avions découvert. Allumez du feu, un feu flambant, cria mon père en agitant le fer au-dessus de sa tête. Pourquoi du feu, dit ma mère. Tu ne vois pas ce que je tiens? Regarde le grand fer à gaufres de la famille. Il était sous les noix dans le bahut. Chacun s'approcha pour contempler la relique dont on avait tant entendu raconter. Tiens, le voleur, dit une voix. C'était ce vieux païen. Le monde avait raison de l'accuser. Un moment après, le foyer resplendissait sous la flamme joyeuse que nous avions allumée. La vieille écuelle rouge fut remplie des ingrédients nécessaires. L'opération traditionnelle allait recommencer avec le concours des grands et des petits. Lorsqu'on ouvrit le fer pour le graisser, un paquet cacheté en tomba. C'était un pli contenant une gaufre sèche, toute racornie, et 2 billets de 1000 francs. Sur le pli était écrit un seul mot, restitution. Mon père, appelez-vous cela une preuve? Oui, tout est éclairci et d'une manière bien inattendue. Mais comment ce vieil endurci a-t-il pu avoir dans sa vie un accès de repentir? Tu vas voir, dit ma mère. Elle prépara une gaufre qui sifflait entre les mâchoires ardentes du fer plongé au milieu du feu. La gaufre cuite, elle la déploya devant nous et nous montrant du doigt une inscription bien visible, elle lut ces 3 mots. Dieu te voit. Comprenez-vous maintenant? La première fois qu'il voulut se servir du fer, ces mots lui sont apparus comme un avertissement d'en haut. L'œil de Dieu a pénétré une fois jusqu'à son cœur, mais il est resté rebelle. C'est une leçon pour nous tous. Puisse le Seigneur lui avoir pardonné ses fautes. Bonne nuit. Bonne nuit.